Et salut et bienvenue dans cette petite série de vidéos qui va porter sur Sass. Alors on va voir rapidement comment l'installer, comment l'utiliser, et puis vous allez voir que c'est un outil qui va vite devenir indispensable. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un préprocesseur CSS. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser un CSS, comme le dit bien la page d'accueil, un CSS avec des super pouvoirs, donc un CSS boosté, et on va le compiler avec un petit programme qu'on va lancer en ligne de commande. On va le compiler en CSS standard que notre navigateur est capable de lire. Donc par défaut, ça s'installe avec Ruby. Donc si vous n'avez pas Ruby sur votre machine, c'est juste un installeur standard, donc un exécutable à lancer. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer votre invité de commande. Donc sur Windows, c'est CMD, Windows R CMD. Et avec cet invité de commande, on va pouvoir installer Sass en faisant gem install Sass. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais ça va mouliner, ça va vous installer Sass globalement sur votre machine. Et ensuite, vous allez pouvoir redémarrer votre invité de commande et vérifier que vous avez bien Sass en tapant Sass-V, qui va nous donner la version de Sass que vous avez d'installer. Alors moi, pour l'exemple, j'ai déjà préparé un petit dossier dans mon ordinateur dans lequel je vais venir créer deux dossiers. Je vais venir créer un premier dossier qui va s'appeler CSS et un deuxième dossier qui va s'appeler Sass. Tac. Et je vais aussi créer forcément un fichier index.html sur lesquels on va appliquer nos styles. Dans ce fichier, je vais rapidement mettre un petit peu de contenu et je vais surtout charger donc, la feuille de style qui se situe dans le dossier CSS et qui va s'appeler app.css. Donc comme je disais, je vais mettre rapidement un petit peu de contenu. Je vais mettre 4 divs qui ont une classe section. Et à l'intérieur de la première, je vais mettre une div qui est une classe article que je vais dupliquer et je vais donc sortir la deuxième de la div section. Donc il y a une div article qui est à l'intérieur de la section et une div article qui est à l'extérieur de la section. Je vais aussi créer donc mon fichier de travail qui va s'appeler app.sass. Et là, je vais faire déjà un petit aparté sans même avoir lancé Sass. Mais donc Sass vient avec la possibilité d'utiliser deux syntaxes différentes. Donc elles ont exactement les mêmes attributs, on peut faire exactement la même chose. C'est juste deux manières différentes d'écrire les choses. Alors, Sass s'écrit en fait comme du CSS, mais on enlève juste toutes les accolades et tous les points-virgules. Donc je vais prendre un exemple. En CSS standard, si je veux mettre un background color à mon body, j'écris les choses comme ça. Background color, je mets ma valeur et je mets un point-virgule. En Sass, on enlève la point-virgule et on enlève les accolades. Et du coup, on se base uniquement sur l'indentation pour savoir sur quel élément s'appliquent nos propriétés. Moi, c'est une syntaxe dont je ne suis pas forcément très fan, mais là, c'est vraiment une question de goût. Donc, si vous aimez bien cette syntaxe, c'est vrai que c'est quelque chose de plus léger. Mais moi, j'ai l'habitude de mettre les points-virgules, les accolades, enfin voilà, c'est personnel. Si vous voulez utiliser cette syntaxe, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser et continuer à suivre la vidéo. Donc moi, en attendant, je vais repasser sur du SCSS, qui du coup est beaucoup plus proche du CSS standard. Donc pour ça, je vais renommer mon fichier SCSS et mon dossier, même si ça ne change rien. Mais voilà, pour que ça soit plus clair. Voilà, donc là on est prêt à travailler et du coup je vais lancer un invité de commande à la racine de mon projet et pour pouvoir lancer du coup Sass. Donc on aurait la possibilité de compiler une seule fois Sass, mais il faudrait compiler à chaque fois qu'on modifie notre fichier. C'est beaucoup trop chiant à faire, du coup ça c'est plutôt bien foutu, il vient avec une commande qui s'appelle watch qui va surveiller notre fichier de travail et qui va compiler tout ça en CSS à chaque fois qu'on fait une modification. Donc pour lancer ça, on écrit sass-watch, ensuite on écrit le fichier d'input, donc là où on travaille, et le fichier de sortie. Donc deux points, le fichier de sortie. Donc ici, c'est scss/app.scss, et en sortie, c'est donc du coup deux points, css/app.css. En l'occurrence, ici, le nom de notre fichier de travail et le nom de notre fichier de sortie sont les mêmes. Du coup, on a la possibilité de préciser uniquement le dossier. Donc on précise juste SCSS de .css. Je vais y arriver. Ça fait beaucoup de S. Donc je lance ça et si tout va bien, il me dit qu'il est en train de surveiller les modifications et qu'il est prêt. Donc le dernier truc à faire évidemment c'est d'ouvrir le document index.html dans notre navigateur. Donc là moi si j'actualise forcément il n'y a rien, mais je vais avoir quand même mes sections auxquelles je vais appliquer un style rapidement pour qu'on puisse les voir. Voilà, j'ai mes différentes sections qui sont stylisées avec un beau rose que je vais m'empresser de changer parce que c'est un petit peu violent.
Et donc on va voir la première possibilité qui nous est offerte par ça, c'est celle de créer des variables. Dans une variable, on peut stocker toute valeur de propriété. Mais l'exemple pour lequel je trouve ça le plus parlant, c'est les couleurs. Dans un site, en général, on n'a pas plus de 10 couleurs en comptant les nuances de gris, mais par contre, on fait appel des fois plusieurs dizaines de fois à ces couleurs dans notre document. Alors pour changer ou ajuster une couleur, après à chaque fois, il faut faire un rechercher-remplacer. C'est super galère, c'est une manière pas très propre de travailler, parce qu'on peut vite faire des erreurs. Alors pour déclarer une variable en SAS, comment on fait? On utilise juste le $, et ensuite on met le nom de notre variable. Donc là, je vais mettre section avec un C majuscule pour couleur, et je vais venir stocker du coup la couleur que j'avais mis ici. Enfin, je vais la supprimer plutôt et en mettre une autre parce que le vert est toujours pas très concluant. Et ici, donc je vais juste appeler ma variable à la place de ma couleur et ça fonctionne. Évidemment, l'intérêt, il est si j'utilise ça plein de fois dans mon document. Là, il y a assez peu d'intérêt vu que je l'appelle qu'une seule fois. Mais bon, dans l'exemple, là, on ne travaille pas sur un vrai site, on travaille sur un exemple rapide. Mais je suppose que vous comprenez assez vite l'intérêt quand même. Évidemment, là, comme j'ai pris comme exemple les couleurs, mais si on veut stocker une valeur en pourcentage, en pixels, ça pose aucun problème. Donc, par exemple, si je veux mettre ma hauteur de section dans une variable, que je vais appeler section A, du coup, je mets juste 100 pixels. Et là, donc, pareil, j'ai juste à appeler ma variable. Et lui, il va automatiquement tout remplacer dans le fichier. Alors là, j'ai une petite erreur parce que j'ai fait une faute de frappe. Hop. Voilà. Et donc là, si on va voir en sortie, forcément, le seul truc qu'il fait, c'est qu'il remplace les variables par leur valeur, et tout fonctionne. Donc ça, c'est un des premiers trucs que je trouve vraiment super utile avec SAS. Le petit point sur lequel il faut faire attention, c'est que SAS ne remonte pas les déclarations de variables automatiquement en début de document. Donc ça veut dire que si vous utilisez une variable alors que vous ne l'avez pas encore déclarée, ça va nous sortir une erreur. Ce qui nous permet de voir, et qu'on avait déjà vu un petit peu juste avant, que SAS nous sort les erreurs directement dans le navigateur. Et ça, c'est un truc assez cool, parce que ça nous évite d'avoir à retourner dans notre invité de commande, aller voir ce qui ne va pas. Là, il nous dit directement ce qui ne va pas dans notre document. Donc là, la bonne habitude à prendre par rapport aux variables, c'est de toutes les déclarer en début de document, comme ça on n'a pas de problème, on n'a pas de souci. La deuxième possibilité qu'on va voir pour cette première partie, c'est celle d'imbriquer les déclarations les unes dans les autres. Donc je vais prendre un exemple encore une fois pour être un peu plus clair. En CSS standard, si je veux styliser la div qui a une classe article, mais seulement celle qui se situe à l'intérieur d'une section, il faut que j'écrive section comme ça, et ensuite espace, et donc ma deuxième classe qui est article. Voilà, donc ça ne pose pas vraiment de problème, sauf qu'en fait, si on a plein d'autres divs qu'on veut styliser uniquement à l'intérieur des classes sections, on va se retrouver avec plein d'autres déclarations comme ça qui sont toutes au même niveau, et c'est pas ce qu'il y a de plus clair. En plus, la première chose qu'on voit ici, c'est section, alors que c'est l'article qu'on stylise, c'est pas le truc le plus clair, et du coup, ça nous permet d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Donc là, on a juste à mettre à l'intérieur de notre déclaration de propriété pour section, on a juste à mettre article, et à venir, du coup, avec des accolades, déclarer nos différents styles pour l'article. Donc là, pareil, je vais lui mettre quelques éléments pour le styliser pour qu'on puisse le voir. Donc là, j'ai utilisé 3 fois au total dans mon document la variable section8, et ce qui va me permettre d'illustrer mon propos de tout à l'heure. Donc là, si je mets 200 pixels, que j'enregistre, je vais toujours avoir un carré en premier, voilà, ça agrandit tout. Donc là, on voit vraiment l'utilité de stocker nos variables redondantes, nos éléments redondants dans des variables. Je vais terminer pour cette première partie du coup avec la possibilité, donc c'est toujours un petit peu dans la partie sur l'imbrication des éléments les uns dans les autres, on a la possibilité de faire appel aux parents avec l'éperluette. Donc là quand j'écris éperluette, ça revient, donc le et là, ça revient à faire un point article en dessous. Donc ça revient même carrément, juste de faire ça, ça revient à écrire en dessous en CSS standard, point section, point article, et de revenir mettre un ensemble de propriétés. Donc ça a surtout un intérêt si on veut rajouter une classe. Donc par exemple, si la classe article a une deuxième classe qui va être, je sais pas, success, voilà. Là ça a vraiment une utilité, parce que du coup, en dessous, il a fallu écrire, enfin voilà, ça devient vite beaucoup plus long d'écrire les choses comme ça. Donc point section, point article, donc, point success.
Voilà, l'autre truc pour lequel c'est assez utile, c'est pour les pseudo-éléments. Donc par exemple là, si on veut faire un effet de survol, donc on fait éperluette de point over, on va changer notre valeur de couleur d'arrière-plan. Hop. On actualise, et là on voit bien que quand je passe au survol, ça fonctionne. Et si je vais dans mon fichier, CSS, donc quand on débute, c'est bien d'aller voir rapidement ce qu'il fait lui en parallèle, mais là il fait bien du CSS standard, et il crée bien ce que je venais juste d'écrire ici. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie. Je vais essayer de faire des vidéos qui sont assez courtes. Je pense qu'on digère mieux les choses quand quand les vidéos sont plus courtes. Si je bafouille trop, que je dis des conneries, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en attendant, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!